Donc, docteur Foura, je vous laisse la parole. Merci. Alors, peut-être directement diapositive suivante, s'il te plaît. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que on s'est rencontré avec Félix et quelques autres à Québec en mai 2023 et que du coup, on s'est dit qu'il fallait davantage profiter de nos connaissances réciproques. Il y a toujours un intérêt effectivement à partager les savoirs. Et puis, il se trouve aussi qu'on essaye de développer un réseau francophone d'éthique clinique. En France, on est en train d'essayer de monter un collectif national, ce qui n'est pas évident parce que beaucoup de gens en fait ne se connaissent pas et éventuellement ont des techniques ou des méthodes différentes en éthique clinique. Et du coup, on a une ambition encore bien plus importante avec le Québec, qui est de faire un réseau francophone avec éventuellement la Belgique, la Suisse ou d'autres pays où on parle français parce qu'on a l'impression de pas être très entendu ou de pas toujours se comprendre avec nos collègues anglo-saxons. Et puis, éventuellement, je vois il y a quelques personnes là du centre d'éthique clinique que je les ai reconnues dans les inscrits, mais il y a aussi d'autres personnes du Québec. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment que vous nous interrogiez. D'ailleurs, je demanderai peut-être à certains du centre de réagir pour répondre aux questions qui seront posées tout à l'heure. Diapositive suivante. Donc, pour, euh, pour revenir directement sur le centre d'éthique clinique, le centre il s'est ouvert, donc, comme tu l'as dit, en 2002, suite à la loi sur les droits des patients. On appelle ça la loi Kouchner chez nous parce que c'est le ministre de la Santé qui l'a mise en place. Tiens, d'ailleurs, Sophie Benteja, dont on voit la tête, il était participait à ce mouvement à l'époque. Euh, tout cela est issu d'états généraux de la santé qui ont duré 2 ans à peu près, Sophie, je dirais. En tout cas, c'était à la fin des années 90. Hop, allô, voilà, merci. Et en fait, j'insiste sur ce point puisque quand je suis venu à Québec présenter un peu cette façon de faire, j'ai insisté sur le concept de démocratie sanitaire et concept qui avait pas l'air de vous d'être vous n'utilisez pas ce nom-là chez vous au Québec ou en tout cas il n'était pas relié à la question d'éthique clinique. Donc effectivement chez nous c'est vraiment un truc très particulier au centre d'éthique clinique que le centre est considéré comme un outil de démocratie sanitaire dans le prolongement des états généraux de la santé où les gens ont dit euh, on veut avoir un droit de regard sur notre santé, sur les décisions médicales qui nous concernent. Et donc, ça a vraiment changé complètement la donne entre la médecine et la société. Et ça a été concrétisé par une loi Kouchner qui donne des nouveaux droits aux patients, notamment le refus de soins, l'accès au dossier médical ou ce genre de choses. Euh, et donc, quand Véronique Fournier a mis le centre d'éthique clinique en place, après avoir écrit cette loi Kouchner, avec Kouchner à l'époque, eh bien, l'idée était d'en faire un dispositif citoyen. Et donc, j'insisterai dans les slides suivantes pour dire en quoi on considère qu'on est dans un dispositif citoyen et éventuellement ce que ça apporte. Les objectifs du centre sont avant tout d'aider, d'accompagner ceux qui sont confrontés à des décisions médicales difficiles au plan éthique. Et l'idée avant tout, et on le répète régulièrement et on se le répète entre nous, c'est vraiment d'aider un patient à un moment donné et on n'est pas là pour se faire plaisir ou faire de l'éthique, pour réfléchir de manière intellectuelle, pour paraître intelligent, mais plutôt de se dire comment cet outil d'éthique clinique va servir ce patient-là à ce moment-là. Donc, ça se veut vraiment un dispositif assez pratique et concret pour un patient. C'est pour ça que pour nous, le terme d'éthique clinique nous convient bien, puisqu'il y a toujours autant de cliniques qu'éthiques, si je puis dire. Ou en tout cas, peut-être que parfois l'un prend plus le dessus sur l'autre, et que parfois, en fait, quand il faut être dans un exercice un peu plus concret et pratique, peut-être qu'on se rapproche un peu plus de notre exercice médical habituel, puisque, comme tu l'as dit, moi, je suis médecin et Véronique l'est aussi. Et puis, d'autres fois, peut-être qu'on s'en détache un peu plus pour aller plus en profondeur dans la réflexion éthique, mais les deux se nourrissent en permanence et doivent jamais se perdre l'un l'autre.
L'autre idée, c'est de travailler en pluridisciplinarité, mais j'y reviendrai plus tard, avec des soignants, mais aussi des non-soignants. Je détaillerai ça par la suite, mais chez nous, c'est capital. En fait, généralement, quand je réponds au téléphone dans mon bureau, j'appelle quelqu'un qui n'est pas médecin pour répondre avec moi, pour répondre à une sollicitation, quelle que soit la sollicitation. Et puis enfin, l'autre idée d'être dans ce dispositif citoyen qui émerge de la démocratie sanitaire, c'était un peu de voir comment évolue la société sur ces questions de soins qui peuvent poser des questions éthiques et comment finalement peut-être des nouvelles valeurs émergent au sein de la société et comment le centre peut les faire valoir dans des débats collectifs pour que la société évolue sur ces différents thèmes. On y reviendra sûrement, mais ça touche particulièrement tout ce qui est toute la fin de vie, la procréation médicalement assistée ou le don d'organes. Et donc, on essaye de peser dans ces débats collectifs, je vous dirai comment tout à l'heure. Donc, en gros, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de la présentation, c'est que vraiment l'idée est de se mettre à plusieurs autour du patient pour s'engager auprès des acteurs qui ont cette décision médicale difficile à prendre, que ce soit le patient, les proches ou l'équipe médicale. Et on ne se veut pas être des experts en éthique pour dire ce qui serait bien, ce qui serait mal, ce qu'il faut faire ou pas faire, mais plutôt on offre une procédure de travail collectif qui permet, en tout cas on l'espère la plupart du temps, d'avancer dans un cas particulier. Je continue tout, il y a des questions après, Félix, ou est-ce qu'il y a des questions au fur et à mesure? Pour l'instant, il n'y a pas de main levée ou de questions dans le chat, D'accord, mais c'est sûr qu'on peut arrêter n'importe quand. Les gens qui sont intéressés, ça dépend de toi. Si tu veux qu'on d'accord, arrête, bah on peut arrêter au fur et à mesure, mais vous m'arrêtez quand vous voulez, mais sinon je vais continuer. bon, l'invitation est C'était juste, lancée. C'est parfait. Les gens dans l'assistance, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. On vous ok, attend. c'était juste une introduction, diapositive suivante. Donc j'ai une première partie en fait qui est un peu concrète sur comment les choses s'organisent en pratique, et puis après je reviendrai dans un deuxième temps sur démocratie sanitaire et procédés citoyens. Euh, Déjà, en fait, nous sommes sollicités donc toujours dans des cas particuliers. Je sais qu'au Québec, vous faites notamment dans certaines régions un peu plus d'éthique organisationnelle, c'est-à-dire que vous êtes sollicité sur une problématique un peu générale ou réglementaire ou administrative. Nous, vraiment, l'idée, c'est qu'on essaye de travailler le plus possible sur des cas particuliers pour un patient à un moment donné. Euh, Quand on est appelé, en fait, quelle que soit la problématique et le lieu où la question se pose, que ce soit à l'hôpital, mais parfois aussi à l'extérieur, parce qu'on est amené à aller dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, ou des résidences autonomie, ou voire même à domicile parfois, parce que des médecins généralistes peuvent nous appeler. Eh bien, l'idée, c'est qu'un binôme, un médecin et un non-médecin, s'organisent pour aller rencontrer les différents protagonistes. Alors, ce non-médecin, j'y reviendrai après, mais il y a plein de disciplines différentes au centre. Ce non-médecin peut être soignant, hein, parce que ça peut être un infirmier, un ergothérapeute, ou quelqu'un qui a l'habitude de travailler à l'hôpital, parce que je donne l'exemple du psychologue. Psychologue, on ne sait jamais trop si c'est du côté médecin, soignant, non soignant. Mais bref, on a d'une part des gens qui ont l'habitude de travailler euh, à l'hôpital et qui accompagnent, et sinon des gens qui sont totalement extérieurs, qui ne mettent pas les pieds habituellement à l'hôpital et dont les disciplines sont très variées, philosophes, juristes, sociologues, citoyens. J'y reviendrai. Il y a une question, mais que j'ai pas pu lire. Hop, je vais me mettre dans les. Alors, je vais répondre au fur et à mesure, même si j'avais prévu de le dire tout à l'heure, mais les sollicitations, c'est en gros 50-50 les patients ou les familles et 50 les médecins et les équipes. Depuis Covid, en fait, les choses ont un peu évolué. On est un peu plus appelé par les équipes et les professionnels. Et donc, le rapport s'inverse un peu avec 60% de professionnels et 40% de patients et de familles. Et c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important. C'est un des premiers niveaux
de cette démocratie sanitaire que les patients ou leurs représentants puissent saisir directement le centre d'éthique clinique, ce qui est un gros sujet en France, puisque c'est très rare en fait que les patients ou les familles puissent appeler directement les consultations d'éthique clinique locale ou les équivalents, parce qu'il y a beaucoup de comités d'éthique qui font du cas particulier, mais sans avoir forcément une procédure très aboutie, on va dire, ou en tout cas qui ne repose pas sur une méthodologie d'éthique clinique. Et donc, on y tient en particulier parce que c'est ce qui nous permet souvent de justement voir émerger des nouvelles demandes qui n'arrivent pas ailleurs. Par exemple, on a eu à une époque tout un lot d'époux ou d'épouses et même de familles concernant des personnes très âgées qui sont en EHPAD, donc en maison de retraite, grabataires la plupart du temps, et donc extrêmement dépendantes et présentant de gros troubles cognitifs et des personnes chez qui ont été actés depuis longtemps des soins palliatifs. On se dit, bah, en fait, là, personne ne fera plus rien, on va pas l'envoyer à l'hôpital, on va pas réanimer, on va pas essayer, on fait juste des soins de confort. Et donc, la famille entend cette décision commune quand elle a été prise, hein, parce qu'il y a aussi des fois où rien n'a été discuté, donc ça, c'est encore pire. Mais même quand les choses ont un peu été prévues avec les équipes, le médecin traitant, etc., qu'il y a eu des discussions et que tout le monde a acté de soins palliatifs, eh bien, les familles appellent quelques mois plus tard en disant, mais on ne comprend pas, pour nous, les soins palliatifs, ça ne dure pas des mois et des années. Et aujourd'hui, on n'a plus aucun contact avec mon épouse ou mon époux ou ma mère, ou, etc. Et ce sont des familles qui sont souvent extrêmement proches de ces personnes, qui les ont beaucoup accompagnées, qui sont très présentes à l'EHPAD, et puis qui sentent qu'à un moment donné, les choses on a passé un cap. C'est-à-dire qu'ils ont pu vivre des choses avec la personne, que la personne a pu en profiter, et puis tout d'un coup, ils se disent non, là, on a l'impression que c'est plus que une vie végétative, et on pense que c'est pas ce qu'elle aurait voulu, et on pense en plus que potentiellement, euh, elle est en train d'en souffrir dans sa chair. Et donc, ce genre de demande, en fait, j'imagine que c'est la même chose chez vous, c'est des situations extrêmement compliquées. Et c'est vrai que dans ces cas-là, nous, on essaye de valoriser ces demandes émanant des familles parce que c'est un réel sujet auquel personne ne sait vraiment complètement répondre aujourd'hui. Et donc, plus on aura ce genre de sollicitations ou de choses un peu particulières au centre, plus on pourra le faire savoir au sein de la société. C'était un des exemples que je donnais de ces débats publics dans lesquels on peut participer, auxquels on peut participer. Et donc, le grand âge est un sujet, en tout cas en France, qui préoccupe beaucoup de gens en ce moment. Donc, n'importe qui peut nous saisir, 50-50 patients ou professionnels, enfin patients représentants et professionnels. Un binôme se met en place. Généralement, juste pour dire, en fait, nous, on est une petite équipe hein, au centre. On est une assistante temps plein, une philosophe temps plein, un médecin temps plein, un médecin mi-temps, une psychologue mi-temps et un juriste mi-temps. Et en fait, avec la personne qui est là au moment où on reçoit la sollicitation, ben, on se dit, bah, tiens, ce serait avec qui il faudrait y aller. Il y a le côté pratique et qui est libre, qui est disponible. Mais c'est vrai que dans le groupe, les gens qui participent à notre staff, on essaye aussi, en tout cas pour certains, ceux qui le désirent, les faire participer à certaines saisines pour rencontrer les interlocuteurs. Donc, c'est toujours une petite discussion de savoir si c'est opportun ou pas de choisir une discipline particulière. Quand on a affaire à une famille un peu procédurière, ben, on évite d'y aller avec un juriste. Quand on a l'impression qu'il y a beaucoup de sujets psychiatriques sous-jacents, ben, on se dit ben, peut-être une psychologue, tiens, ça m'aiderait bien. Ou au contraire, parfois, on a des sollicitations. Par exemple, je me souviens, à une époque, il y avait un journaliste chez nous qui était assez militant dans le milieu de la psychiatrie et qui était contre toutes les mesures coercitives qui allaient contre la liberté d'aller et venir des individus ou tout ce qui concernait la contrainte, ben, j'ai fait pas mal de saisines avec lui en psychiatrie pour lui montrer comment les choses parfois sont délicates et que c'est pas tout noir, tout blanc. Donc voilà, il y a tout un lot de choses qui vont faire qu'on va décider d'un binôme. Bon, après, le temps et éventuellement l'urgence de la situation et la disponibilité des gens font que c'est ce binôme-là. Hein. C'est pas toujours comme on veut. Ensuite, une fois que ce binôme a été rencontré, tout le monde, dont le patient, donc systématiquement on va voir le patient, même si on nous dit qu'il est
dans le coma ou complètement dément ou que voilà. Mais, on va toujours rencontrer le patient au moins pour se faire une idée de savoir de qui on parle, pour que l'exercice soit totalement incarné autour du principal intéressé. Et puis deuxièmement, parce que en fait, on a parfois des bonnes surprises. C'est vrai qu'on se présente sans blouse, les gens ne comprennent pas toujours au début d'où on sort et ce qu'on vient faire, mais en tout cas, c'est facile pour nous d'instaurer un rapport un peu différent avec les patients et les familles. Et donc, du coup, on en profite pour essayer justement de se rencontrer, de les comprendre, de comprendre d'où ils viennent, quelles sont exactement leurs demandes, et puis de leur faire comprendre à quoi notre travail servira ensuite, et notamment la présentation au staff. Nous, on appelle ça le staff, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Mais en tout cas, cette réunion pluridisciplinaire de délibération, on va dire, on appelle ça le staff. Nous, on appelle ça la Euh, rencontre inter. la rencontre inter. Bon, bah, tu vois, Rencontre multi ou rencontre inter. Interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Mais multi, c'est plus l'ancien terme, mais disons rencontre interdisciplinaire. Puis, voilà. ben, pendant que Donc, j'ai la parole, je vais en profiter pour une question parce que par rapport à la pandémie, tu disais qu'il y avait une augmentation des demandes par les professionnels, les soignants, plus formels que le public. Est-ce que vous avez une explication? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui a bah, changé dans les soins ou dans la façon de voir l'éthique? Ou pourquoi vous avez en plus fait, de demandes? je suis pas sûr hein, de mon explication, mais d'une part, Covid, je crois que déjà les professionnels avant Covid étaient assez conscients que l'éthique, elle était nécessaire au chevet du patient. Et donc, on voit bien depuis des années que ce genre de dispositif est en train de se démultiplier. Et Covid a définitivement convaincu ceux qui étaient les plus récalcitrants. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a été sollicité en tant que centre d'éthique clinique de l'AP-HP euh, sur, pour le coup, des saisines un peu organisationnelles, des questions un peu générales. Par exemple, des gériatres qui nous ont appelés en disant qu'est-ce qu'on fait avec des patients déambulants, c'est-à-dire qui déambulent un peu partout dans le service à cause de leurs troubles cognitifs. Et soit on les laisse du côté Covid négatif parce que a priori ils sont Covid négatifs, mais ils peuvent devenir Covid positifs à tout moment et donc contaminer tout le service. Ou est-ce qu'au contraire, on les met du côté Covid positif alors même qu'ils sont encore négatifs ou qu'on a un doute et au risque qu'ils attrapent le Covid et qu'ils en décèdent, ou en tout cas qu'ils aient des problèmes. Et donc, dans ces cas-là, en fait, nous, ça nous a permis, Covid, finalement, d'inventer une nouvelle réponse aux équipes. On a, on a appelé ça, pour le coup, des saisines organisationnelles. Et on répond par des mémos éthiques, où en fait, on dit, bah, en fait, on va pas vous dire si systématiquement il faut mettre ce patient d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, à travers les principes d'éthique biomédicale, autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice, toutes les questions à se poser face à un patient chez qui vous allez vous poser cette question. Et donc, qu'est-ce qui relève? Où est-ce qu'il vit habituellement? C'est quoi son niveau de médicalisation? Est-ce qu'il était déjà à la fin de sa vie ou pas? Est-ce que lui-même a dit des choses sur la fin de sa vie? Est-ce qu'il n'aurait pas voulu vivre tout ça alors même qu'il est en EHPAD? Etc., etc., pour donner aux équipes un peu des outils éthiques de réflexion pour eux-mêmes répondre à la question au cas par cas. Donc, vous voyez, c'est un peu différent des saisines organisationnelles que vous avez chez vous. Mhm. Ouais, Euh, ça m'intéresse parce que, en fait, ma question, tu l'as mentionné un peu, mais des professionnels qui étaient récalcitrants au sens où ils percevaient l'éthique comme des agents de police ou ils percevaient l'éthique comme quelque chose d'inutile ou est-ce que c'est quoi les a priori surtout que vous pensez que les gens ont par rapport à l'éthique chez vous? Là, en j'infère fait, sur ce qu'on a chez nous comme a priori, là, mais je vais te répondre en prenant, parfait. en ayant mon troisième point d'explication, c'est que justement, en fait, je pense que l'éthique clinique et la consultation d'éthique clinique a depuis 20 ans pris son essor et finalement maintenant reconnu comme quelque chose d'utile au point que le centre d'éthique clinique qui s'est monté à l'hôpital Cochin est maintenant centre d'éthique clinique de l'assistance publique des hôpitaux de Paris en entier depuis 2017. Donc, petit à petit, on a montré quelque part avec ce travail en quoi c'était utile et il y a tellement de gens qui nous rejoignent, que ce soit des professionnels de santé ou des citoyens, que bon, bah, du coup, les gens voient bien à quoi on sert. Et en fait, historiquement en France, l'éthique n'est pas du tout basée sur l'éthique clinique. Elle est plutôt au contraire extérieure à l'hôpital.
est plutôt organisée par des philosophes ou des sciences humaines et sociales. Et donc, pendant très longtemps, il y a eu une confrontation, une, euh, une petite guerre entre ceux qui, effectivement, pensent que l'éthique doit se faire à distance du terrain, à froid, de manière plus intellectuelle ou philosophique, on va dire, et ceux qui, effectivement, défendent l'idée que le plus important, c'est de rendre service à un patient à un moment donné et d'être, du coup, peut-être, pas, comme je le disais tout à l'heure, un peu moins éthique et plus clinique, en tout cas que ce mélange des choses change complètement la discussion. Et que ce qu'on pourrait dire dans un cas particulier n'est pas du tout ce qu'on va dire de manière générale. On peut défendre une idée générale d'un point de vue éthique, et puis de se dire, dans ce cas-là, en fait, on est prêt à défendre tout l'inverse. Et donc, il y a eu pendant très longtemps un conflit entre ces personnes ou les institutions. Et d'ailleurs, en France, officiellement, l'éthique est organisée autour des espaces éthiques régionaux. Donc, il y a une loi qui oblige chaque région à avoir un espace éthique régional. Et ces espaces éthiques régionaux sont censés organiser la réflexion éthique, pas seulement dans le milieu de la santé, dans chaque région, en faisant de la formation et en organisant des débats citoyens ou des débats publics. Et donc, l'éthique clinique, elle a toujours été en plus quelque part. Et puis, depuis Covid, je pense qu'effectivement, les gens se rendent compte que les deux sont utiles, quoi, et que les deux doivent cohabiter et qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. Je réponds à ta question? Oui, vraiment, c'est C'est bon. intéressant parce que ça me ramène à la question sur votre concept de démocratie sanitaire, là, mais peut-être si on en parle un petit peu plus loin dans la Je vais présentation, mais re- la définition exacte, parce que c'est vraiment un concept qu'on n'a pas chez nous, puis les espaces éthiques, effectivement, plus démocratiques, ça a l'air très français dans sa constitution. Donc, je pense que ça va être intéressant, ouais, parce que nous, on est plus dans la clinique, inspiré beaucoup par des modèles américains, de Chicago, je sais dont vous inspirez un peu aussi, là, mais on est beaucoup plus dans cette lignée-là, américaine que française, mais c'est peut-être l'intérêt aussi de se rapprocher de vous dans un regroupement francophone. Mais oui, je te laisse. Oui, ça je te répond à la parlerai, question. ouais, je te parlerai un peu de démocratie après. J'ai des slides là-dessus. Juste en termes pratiques, donc du coup, une fois que ce binôme a récupéré les positions de chacun, il le présente à notre staff et c'est quelque chose de très, on présente toujours de la même manière, hein. On a un pool de personnes formées au centre. Les gens sont formés pendant 2 ans. C'est 4 séminaires par an de 3 jours pendant 2 ans. Et ça permet à ce que ces personnes se rencontrent, à ce qu'ils se comprennent entre disciplines différentes, ce qui n'est pas forcément gagné à la base, et puis de savoir un peu utiliser les principes d'éthique biomédicale pour avoir ce vocabulaire commun. Et donc, toutes ces personnes qui ont été formées depuis 20 ans, on a un pool permanent de personnes bénévoles qui viennent au staff. J'en profite pour les remercier, ceux qui sont là. Et puis, c'est pas toujours les mêmes. Donc, il y a des gens qui reviennent assez systématiquement, le plus souvent possible, mais la composition, elle peut varier parce que du coup, tout le monde n'est pas là à chaque fois. Il y a en gros entre 15 et 20 personnes et toujours très soignants, non soignants, avec plus la plupart du temps de non soignants que de soignants. La discussion, elle s'organise pendant 1 heure, on présente le cas, toute l'histoire, les positions de chaque l'histoire de la maladie, pourquoi on est sollicité, quels sont les enjeux médicaux, c'est quoi la situation exacte du patient d'un point de vue médical, c'est quoi les alternatives médicales, quelles sont les positions de chacun, puis ensuite on conclut sur un lot de questions éthiques que l'on présente autour des principes d'éthique biomédicale le plus souvent, mais pas de manière obligatoire. Et puis on pose ces questions-là au groupe qui discute. Alors soit quelqu'un s'empare d'un sujet et puis on va creuser une des questions, autonomie, bienfaisance, justice, etc. Ou au contraire, et donc du coup on va faire question par question ou principe par principe. Soit au contraire, les gens commencent à décliner toutes leurs réflexions autour de tous les principes et puis chacun va donner sa position et c'est une sorte de tour de table. Soit c'est un peu moins organisé et puis c'est une discussion à bâton rompu. Il y a un modérateur qui essaye justement de donner la parole à tout le monde, et puis de faire rebondir ou pousser les gens dans leur retranchement si c'est pas clair ou si c'est pas
si on ne comprend pas suffisamment la position de la personne qui parle. En plus, on n'invite jamais les patients ou les représentants à ce staff. Donc ça, vous allez me dire que c'est peut-être un problème en termes de démocratie sanitaire ou de démocratie tout court. Mais en fait, on l'a fait 2 fois en 20 ans et c'est quand même extrêmement compliqué, nous semble-t-il, de discuter de ces situations graves et compliquées face aux personnes directement concernées. Mais on sait que ça se fait dans certains pays, hein, donc, mais bon, nous jusque maintenant, on n'a pas développé cette façon de faire. Et par contre, on invite parfois 2 ou 3 personnes de l'équipe, le médecin référent. Et donc, c'est d'autant plus difficile quand vous devez parfois faire passer des messages à l'équipe ou quand vous vous rendez compte que quand vous déclinez ce que vous avez compris du patient ou des familles et qu'ils n'avaient pas compris ça. Bon, c'est des moments un peu de tension, donc le modérateur, il doit un peu faire attention à tout le monde dans la soirée pour que ce soit utile à tous. Enfin, une fois qu'on a fait ce staff, que les professionnels aient été présents ou non, on peut faire un retour oral dans l'équipe, à plus de toutes les professionnels de l'équipe, parce que la plupart du temps, sur ces situations un peu compliquées, bah, il y a plein de gens dans l'équipe qui sont concernés. Mais on n'a pas de compte rendu écrit. On dit pas, oui, on fait pas de compte rendu écrit. On fait un retour oral à toutes les personnes qui nous le demandent et puis à tous ceux qu'on a rencontrés et puis aux principaux protagonistes. On fait un même retour oral au patient ou à sa famille qu'on a rencontré avec des termes différents, mais pour que tout le monde ait la même notion du travail qui a été fait. Et donc, en fait, on ne conclut jamais sur il faut faire ceci ou il faut faire cela. En fait, on décline des pistes de travail éthique. Donc, par exemple, tout le monde s'inquiétait de quel va être le meilleur intérêt du patient. Et puis, le produit du staff, ça va être bah, peut-être que si vous inquiétez un peu plus du respect de l'autonomie de la personne, vous saurez un peu mieux ce qu'est la bienfaisance. C'est un peu évident, mais voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Et puis, on reste disponible pour tous les interlocuteurs tant que la décision n'est pas prise, voire même après. Donc ça, c'est variable en fonction de ce qu'on nous demande de faire et de la complexité de la situation. Les séminaires, donc ça, vous voyez à peu près comment on traite un cas. Les séminaires, j'en ai déjà un peu parlé. L'idée, une fois de plus, on fait pas du tout c'est pas un diplôme universitaire. En fait, l'idée, c'est plutôt de faire des groupes de travail d'une trentaine de personnes, de disciplines très variées. Et c'est des gens, une fois de plus, qui s'engagent dans cet exercice d'éthique clinique. Alors, plus ou moins, il y a ceux qui viendront au staff, il y a ceux qui viendront faire des consultations, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tout le monde se confronte à des questionnements éthiques qu'il a dans sa propre pratique ou autour de son propre domaine d'intérêt et s'intéresse aux questions éthiques des autres. Et donc, c'est vraiment quelque chose de. Les gens viennent pas donner des cours, c'est la plupart du temps les séminaristes eux-mêmes je dis séminaristes, hein, qui eux-mêmes font les présentations. Et puis, on invite des gens extérieurs sur des sujets un peu différents. Donc là, à partir de mercredi, on a 3 jours de séminaire sur la gériatrie. Félix, ça va te parler. Et en fait, le sujet, c'est la discrimination. Non pas l'idée de la discrimination habituelle qui serait la société étagiste, etc. Donc ça, on va en parler. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de se dire en quoi la façon dont la société s'est organisée autour de la vieillesse, notamment vis-à-vis de l'institutionnalisation, vis-à-vis de l'accompagnement de la fin de vie en EHPAD, etc. En quoi c'est discriminant en soi, parce que ça fait que les gens, il y a des effets délétères à tout cela, ne serait-ce que le problème de liberté d'aller et venir dans les EHPAD. Et puis même, on peut imaginer à vouloir trop bien faire, eh bien, la médicalisation des très vieux, en particulier en EHPAD, est aussi contre-productive et quelque part discriminante parce qu'on ne veut pas se poser la question de se dire en quoi justement c'est potentiellement délétère. Tu vois le. Oui, ben, c'est intéressant. Ça fait pas... ben, nous, on appellerait ça de la maltraitance organisationnelle, mais des termes un peu similaires, mais différents. Là. Dans le fond, la maltraitance au niveau des droits, non-respect des droits des gens âgés. Mais effectivement, ça me parle beaucoup.
J'en profite, il y a Hugues aussi Vaillancourt qui posait une question par rapport au staff. J'imagine que c'est pas la même chose que les séminaires, là. Je sais pas si Hugues, tu voulais prendre la parole en ouvrant ton micro, ou sinon Ben, Nicolas, il y a la il dit que les question. staffs, les staffs sont des équivalents de réunions de comité donc, dont tu parlais. Ce sont des rencontres qui permettent de délibérer sur des cas avec un nombre étendu d'acteurs de l'établissement qui ont la formation ou l'intérêt pour la chose éthique. Oui, mais sauf que nous, en fait, il est limité à vraiment à ces personnes formées pendant 2 ans. Et donc, il y a ce pool de bénévoles qui peut participer. Et puis, je te dis, il y a éventuellement des gens de l'équipe qui a sollicité ou qui est concerné par le cas particulier qui va venir. Mais nous, c'est un cas par staff. Donc, 2 heures de réunion, c'est un seul cas. 1 heure de présentation de tout ce qu'on a appris et des positions de chacun. 1 heure de discussion éthique. Intéressant, parce que je pense en bilan des activités, parce que le souci d'efficacité, nous, on a peut-être 15 minutes, 20 minutes de discussion par cas sur les comités d'éthique clinique. Il y a beaucoup de médecins quand même, là. Je pense que ça a amené à changer, mais c'est beaucoup des médecins qui sont sur les comités d'éthique clinique dont Hugues parle, là. Fait qu'il y a quand même il y a des rapprochements, mais des différences quand même que je vois là, par rapport à ce que tu as expliqué, là, mais intéressant. Et donc ça, pareil, c'était d'une part la volonté de Véronique initialement dans cet esprit de démocratie sanitaire, de vraiment s'intéresser aux patients et donc de prendre le temps suffisant. Mais en fait, c'est aussi le fait, la façon dont la procédure s'est développée les premières années qui ont fait que, contrairement à ce que Véronique avait vu à Chicago, puisqu'elle était allée se former au McLean Center, où les choses allaient potentiellement plus rapidement ou étaient plus académiques ou professionnelles, eh bien, effectivement, à Paris, la discussion des cas s'est plus développée autour d'une préoccupation citoyenne et donc finalement de discussions plus politiques quelque part que uniquement académiques ou médicales. Et donc, on est souvent emporté par des choses, des discussions aussi autour du fonctionnement de la société, notamment dans le principe de justice et comment notre société permet, ne permet pas. Donc, beaucoup de discussions autour de la loi, mais aussi bah, comment on fait quand on est à la marge de la loi, etc., etc. Et donc, est-ce qu'on veut vivre dans une société oui, peut-être qu'il faut respecter la loi et pas que les professionnels soient en danger de ce point de vue-là, mais en même temps, comment on peut vivre dans une société qui a telle limite, etc., etc. Donc en gros, on a une cinquantaine de saisines par an. Je compte pas là-dedans en fait tous nos protocoles de recherche parce qu'en fait, il se trouve, je ne sais pas trop si j'en parle à un moment donné, mais il se trouve que assez rapidement, les équipes ont sollicité le centre pour dire, ben, nous, on n'est pas embêté une seule fois, mais on est embêté de manière récurrente. Par exemple, à l'époque, moi-même, j'ai inclus des personnes dans une étude, la première étude du centre en 2002, 2003 qui s'intéressait aux déterminants éthiques de la pose des gastrostomies, des tuyaux d'alimentation artificielle, chez les personnes âgées présentant des troubles cognitifs. À l'époque, on commençait à dire que ça n'avait pas d'intérêt sur le plan du pronostic vital ou de la qualité de vie chez ces personnes. Et pour autant, les gériatres continuaient à envoyer les personnes pour poser ces tuyaux aux gastro, les gastro-entérologues qui nous qui ont appelé en disant qu'est-ce qu'on fait. Et donc, dans ces cas-là, en fait, on prend un peu la même technique qui est toujours de s'intéresser à des cas particuliers. Et donc, on va inclure dans différents lieux, différentes équipes, plusieurs patients pour essayer de s'intéresser à ces différents cas et puis d'en parler ensuite collectivement avec ceux qui nous ont sollicité, les différentes équipes qui ont participé au protocole, mais aussi d'en profiter pour faire des débats citoyens. Et pour nous, l'alimentation en contexte de fin de vie a été pendant très 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 longtemps un sujet qui nous a permis de beaucoup mobiliser la société, de publier des articles même dans les journaux, de faire des débats publics pour que les gens se rendent compte de la complexité de ces décisions, éventuellement d'arrêt d'alimentation, hydratation, mais tout bêtement aussi d'alimentation tout court, parce que le problème se pose de manière différente en réanimation néonatale, en soins palliatifs ou en gériatrie, et donc ou voire même pour les cérébrolésés, évidemment. Donc ça nous a tenu pendant beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on peut être saisi pour des patients de n'importe quel âge, dans n'importe quel domaine. Et comme je le disais tout à l'heure, aussi bien à l'hôpital, en maison de retraite, en ville. Mais enfin, c'est principalement à l'hôpital. Je t'ai donné 2 exemples. C'est comme ça qu'on peut présenter les choses. Dans un cas, c'est une gériatre qui nous avait appelé en long séjour en disant, puis-je ne pas reposer la gastrostomie, donc ce tuyau d'alimentation artificielle, que ma patiente de 88 ans
hospitalisés en long séjour auraient arraché, on ne savait pas trop si c'était vraiment volontaire ou non, sachant que cela va précipiter son décès. Et un jeune patient âgé de 20 ans qui a appelé le centre en disant: Est-ce éthique que les médecins me refusent la vasectomie au prétexte de mon jeune âge, alors que la loi me permet de l'obtenir? Vous voyez, donc c'est très varié. Diapositive suivante, s'il n'y a pas de questions. Oui, alors ça, j'ai déjà commencé un peu à en parler. Donc, vous avez bien compris que ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment la consultation d'éthique clinique. Et nous, on a un biais de recrutement quelque part où finalement, on est sollicité quand il y a un conflit de valeurs entre d'un côté le patient et ou ses représentants et de l'autre côté le médecin ou l'équipe entière. Et donc, c'est vraiment le cœur de métier du Centre d'éthique clinique à Paris parce qu'une fois de plus, on émane des droits des patients. Et dans cette idée de la démocratie sanitaire, bah, on essaye de défendre le fait que chacun est légitime de son point de vue, d'un point de vue éthique. Et ça, pour les médecins, ça a été extrêmement long et c'est même encore aujourd'hui très difficile de l'accepter. Quand on dit à nos interlocuteurs soignants ou professionnels de santé que bah, le patient ou sa famille a une position éthique, ils ont beaucoup de mal à l'entendre. Et donc, on doit beaucoup travailler pour traduire finalement des choses qui sont dites en position éthique et le faire valoir. Et donc, et on considère que vraiment l'éthique clinique chez nous, le centre, il est fait pour porter cette voix, la déployer, l'expliciter et la défendre, non pas pour que les gens aient finalement gain de cause, mais la défendre pour qu'ils aient au moins autant de paroles que ceux qui sont en face, euh, l'équipe, mais qui souvent derrière elle, la médecine et la société tout entière. Donc il y a un, c'est pour ça qu'il y a ce jeu entre l'individu et le collectif chez nous qui joue beaucoup. Et ça va un peu dans cet esprit de démocratie sanitaire que vous, que tu me dis ne pas totalement bien comprendre. Et c'est vraiment là le cœur de métier. C'est de se dire, on va être un groupe qui va aider, à un moment donné, une personne à défendre sa position face au reste de la société en entier. Et nous, on fait le tampon entre les deux. Et je vous expliquerai après un peu plus. Alors, juste, non, attends, reste 2 secondes là-dessus parce que il se trouve que, comme je le disais, depuis Covid, on est plus souvent appelé par les équipes et alors on est aussi appelé parfois sans qu'il y ait vraiment de conflit de valeurs, soit parce que en fait le patient est seul, sans famille, et n'est pas capable de dire lui-même ce qu'il voudrait, et donc les équipes nous sollicitent en disant bah qu'est-ce qu'on fait, notamment sur des patients atteints de troubles psychiatriques. Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'aller jusqu'à une double amputation, jusqu'à un traitement de chimiothérapie extrêmement lourd, etc. Donc en fait, ce que j'appelle des saisines pédagogiques où on va plutôt, on va essayer d'aller chercher cette parole du patient, mais potentiellement, on n'est pas, voilà, si le patient ne peut pas dire et qu'il est tout seul, c'est quand même assez difficile de porter son autonomie. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, je considère qu'on travaille un peu plus pour les équipes pour les aider à décider dans ce cas. Et puis, en plus des saisines organisationnelles et des protocoles de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a ces saisines méthodologiques. On déploie depuis 3 ans, 4 ans même, une initiation à l'éthique clinique, c'est-à-dire qu'au-delà de nos séminaires, où ce sont des gens qui vraiment veulent s'engager dans la démarche, travailler avec nous, etc., ben, en fait, on a aussi, on propose cette formation plus courte, ces 4 modules de 2 jours en un an, pour tous les professionnels de santé de l'assistance publique des hôpitaux de Paris en particulier, mais aussi de l'extérieur parfois, qui veulent se former à l'éthique clinique et éventuellement développer eux-mêmes une procédure relative à la consultation d'éthique clinique. Et donc, du coup, on reste éventuellement en contact avec eux ou avec d'autres, ou des comités éthiques qui nous appellent parfois en disant bah, venez nous expliquer comment vous faites, ou alors sur des cas particuliers, nous disent bon, bah, ça y est, là, je suis devant le fait accompli, je dois faire ma première consultation d'éthique clinique, comment je m'y prends, est-ce que c'est bien les bonnes questions éthiques, etc., etc.
Diapositive suivante. Donc du coup, j'ai essayé de montrer en quoi effectivement on a un exercice qui se veut un peu démocratique. Donc vous avez compris que le plus important, c'est que ce soit accessible aux patients, ce qui est quand même pas si fréquent que ça, et en particulier en Europe. C'est quand même assez rare, hein, le modèle en Europe, il y a beaucoup plus de gens qui font de la délibération morale avec les équipes, pour les équipes soignantes, et sans nécessairement rencontrer les patients. Donc là, vous voyez bien avec tout ce que j'ai dit que l'idée, c'est de rester dans cet esprit des États généraux de la santé et de défendre l'idée que chacun est légitime de son point de vue et qu'on ait une institution qui porte la voix de ces patients qui potentiellement ne l'ont pas toujours aussi facilement. La deuxième chose, c'est que on est plus des citoyens que des professionnels à participer à ce groupe. Et en fait, même si chaque discipline, que ce soit les philosophes, les sociologues, les juristes, les psychanalystes, etc., garde un certain, un certain apport vis-à-vis de leur discipline, en fait, petit à petit, on perd notre côté disciplinaire pour participer à ce collectif, une fois de plus citoyen, et de se dire, comment on est solidaire de cette situation et de ce patient, une fois de plus, non pas forcément pour lui donner raison, mais pour accompagner sa demande ou sa situation. Donc l'intérêt, évidemment, c'est le croisement des regards et des interrogations que chacun va se poser, ou même, même si chacun peut défendre la même idée, il va l'utiliser, la défendre avec des arguments différents. Donc ça enrichit beaucoup pour nos interlocuteurs leur réflexion éthique. On fait attention que chaque staff soit unique, c'est pour ça qu'on ne fait pas de compte-rendu écrit. C'est-à-dire que, alors même que vous allez avoir la même problématique médicale ou que vous avez l'impression que la situation ressemble vraiment à celle que vous avez faite il y a un an, ben en fait, il y a toujours des choses contextuelles qui font que le cas n'est pas le même. Et donc, on est extrêmement vigilant à ce que le groupe présent se confrontent à ce cas-là et que chacun se départisse un peu de ses a priori ou de ses positions de principe ou éventuellement de ses réactions un peu à vif pour se confronter au cas et de se dire dans ce cas-là, pourquoi je défends telle ou telle position. Euh, et puis, comme je le disais tout à l'heure en comparaison aux États-Unis, alors moi je n'y suis pas allé, hein, c'est Véronique qui nous racontait ça. Moi, j'ai pas vu de staff là-bas. Euh, mais c'est vrai on essaye de défendre un exercice plus citoyen et politique, et où finalement le questionnement éthique, il ne se limite pas à la question médicale. C'est aussi un autre, à mon avis, potentiel conflit ou désaccord que l'on peut avoir avec certaines équipes qui pratiquent une forme d'éthique clinique, et notamment quand ce sont des médecins qui dirigent les consultations et où il n'y a que des professionnels de santé qui discutent. On l'a vu beaucoup pendant Covid. En fait, qui décide à partir de quand on a fait une discussion éthique suffisante et en quoi on est suffisamment, on a un apport éthique suffisant, notamment quand il n'y a que des professionnels qui discutent ensemble, on peut se poser des questions. Et l'idée, c'est de vraiment se laisser la discussion libre. Euh, et c'est vrai qu'en staff, je ne sais pas si quelques-uns voudront témoigner, mais voilà, on a le droit d'aborder n'importe quel sujet, et notamment dans le fonctionnement de la société. Par exemple, je me souviens un staff de pédiatrie où une mère, un enfant était atteint d'un syndrome assez effroyable, c'est un syndrome d'Ondine où les enfants en fait ont un problème cérébral qui fait que si les gens ne pensent pas à respirer, la respiration s'arrête. Et donc, c'est des gens qui, notamment pendant les premières années, quand ils sont tout bébés, doivent vivre avec un respirateur, forcément. Et cette mère qui était totalement isolée, qui avait fait cet enfant toute seule, si je me souviens bien, c'était pas une saisine à moi, mais bref, disait que c'était pas possible, ni pour l'enfant, elle trouvait ça déjà effroyable comme situation, ni pour elle, ni pour leur avenir, etc.
Et pour l'équipe, c'était inentendable parce que même si c'était un syndrome rare, bah, cet enfant n'avait pas de gros problèmes de santé pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire, qui était juste de lui, pendant quelque temps, lui mettre un tuyau pour lui faire respirer. Et il y a en début de staff, alors même que la question s'est posée de savoir si on pouvait limiter et arrêter le traitement et accompagner cet enfant à mourir, quelqu'un a dit, mais moi, je me vois pas vivre dans une société où, où on n'aiderait pas cet enfant à survivre. Donc, là, vous voyez, dans ce genre de staff, ça part tout de suite à un niveau très éloigné et très général, notamment autour du principe de justice. Et puis, bah, au fur et à mesure de la discussion, on se dit, bah, qu'est-ce qui ferait que ce serait différent dans ce cas-là, etc., etc. Mais chacun y va de son point de vue. Peut-être diapositive suivante, je ne sais plus trop ce que j'ai raconté après, Félix. Ça, je ne sais pas si ça vous intéresse, je ne sais pas à quel point vous avez ces mêmes modèles en tête que nous. Ça te dit quelque chose ou pas? Non, mais c'est pas le genre de modèle qu'on utilise, non. Mais c'est intéressant. C'est pas ça qu'on utilise chez nous, en tout cas, à moins Karine que des... Bédard, oui, on les connaît. Mais Karine, est-ce que je fais un petit comparatif? OK. Donc, l'idée, c'est que, en fait, à un moment donné, le temps avançant, on a essayé de développer notre propre, un descriptif de notre méthodologie et on l'a fait en rapport au dispositif existant. Donc, j'en ai noté cinq là. C'est probablement pas exhaustif, hein, mais en tout cas, globalement, les buts de la consultation d'éthique clinique ou aussi l'autre chose qui est souvent publiée, c'est l'attitude du consultant faisant la consultation, varie en fonction des lieux et des objectifs. Et donc, si on part du concept de facilitation, qui est celui qui a été retenu un peu officiellement par les SBH il y a longtemps, où on défend une certaine neutralité dans l'attitude du consultant, c'est-à-dire que finalement le consultant n'a pas à prendre une position d'un côté ou de l'autre de ceux qui sont en désaccord et qui cherchent juste à ce que par la discussion et par l'exploration éthique des choses, le conflit se dénoue, en aidant finalement les gens à comprendre quels sont les enjeux éthiques du conflit. Et nous, il nous semble que on ne fait pas tout à fait ça, que c'est trop faible et qu'on va un peu plus loin que cela, parce que on pense, moi personnellement, je suis le premier à penser que j'ai plutôt un a priori quand je suis sollicité, un a priori personnel, et que l'idée, c'est plutôt justement d'aller le déconstruire ou au contraire de l'affiner en fonction des rencontres que l'on a. Il y a aussi le deuxième modèle qui est le modèle de l'expertise, où finalement, bah, ça concerne des situations graves, rares, où on pense qu'un expert en éthique, quelqu'un d'extérieur à la situation, pourrait arbitrer finalement la décision en se référant à des principes un peu surplombants, qu'ils soient juridiques ou éthiques, et en pensant que l'éthique va résoudre la situation. Donc nous, on pense évidemment que c'est trop fort, hein, puisque je vous ai expliqué l'inverse tout à l'heure, qui n'était pas de dire l'éthique, et on ne croit pas tellement au fait que ce soit possible avec une seule personne qui aurait la connaissance suffisante pour le faire. Il y a un troisième système, j'arrive pas à trouver mon mot, peu importe, qui s'appelle l'advocacy, où finalement les consultants en éthique clinique représentent le patient et défendent sa position systématiquement, quoi qu'il arrive en fait. Et donc là, on a l'impression qu'on ne ressemble pas à ça, même si effectivement on essaye de valoriser la voix du patient, on ne va pas forcément défendre sa position systématiquement. Enfin, peut-être vous la connaissez, Autumn Pfister à Philadelphie, qui défend l'idée de la médiation, où finalement le médiateur aide les différentes parties à trouver une solution acceptable par tout le monde. Et on a l'impression que, une fois de plus, je ne sais pas comment elle fait exactement, mais que c'est peut-être parfois trop pratique au détriment d'une réflexion éthique approfondie. C'est-à-dire que nous, on préfère aller pousser la réflexion éthique jusqu'au bout, quitte à ce que ce soit difficile et compliqué pour les gens, mais pour être clair vis-à-vis de ça, pour ensuite que les décisions se prennent plus facilement.
Et puis, George Agish sur son engagement, où finalement, il, il, euh, il dit que quand on devient consultant en éthique clinique, il faut s'engager émotionnellement dans la situation. Et bon, il y a plein de gens qui causent là, alors il faut que je lise au fur et à mesure, Félix, ou tu m'arrêtes pour me dire ce que les gens disent dans le chat, parce que j'ai pas le temps de lire. Pour l'instant, c'est surtout des commentaires. Hugues Vaillancourt qui remercie, puis Karine Bédard qui mentionne effectivement qu'on n'est peut-être pas on n'est pas dans un modèle de démocratie sanitaire au Québec. Ah bon, on est déjà là. Bon, alors, diapositive suivante, du coup, je vais avancer parce que je crois qu'il m'en reste plus beaucoup pour pouvoir un peu discuter. Donc, nous, on a décidé d'appeler notre modèle le commitment, qui est en français, donc c'est un peu compliqué parce que ça veut dire engagement en français, mais l'engagement en anglais ne veut pas dire la même chose. Et donc, l'idée est de toujours faire cet équilibre entre le cas singulier et le collectif. Et donc, une fois de plus, rehausser la parole du patient. On parle plus chez nous d'impartialité plutôt que de neutralité. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on ne cherche pas à ce que les gens non, ils ont leur avis, ils ont éventuellement leur a priori, ils ont éventuellement leur biais de cognitif d'interprétation des choses. Mais l'idée, c'est de le faire autant pour les parties concernées qui sont elles-mêmes en conflit, sans partir d'a priori, hein. On n'est pas du tout dans un travail d'expertise où on va se dire voilà où il faut arriver. On se laisse embarquer nous-mêmes dans une histoire particulière et puis tout peut arriver en fonction de la réflexion éthique. Notre expertise, elle se veut procédurale et argumentative, mais pas éthique, hein, une fois de plus. On ne veut pas euh, penser qu'il y a des choses plus ou moins éthiques ou qui vaudraient plus ou moins la peine ou le coup. C'est pas tout à fait ça, mais vous m'avez compris. On est émotionnellement engagé vis-à-vis de nos interlocuteurs. Et d'ailleurs, c'est important parce que c'est ça qui fait que, me semble-t-il, ça fonctionne et qu'on a un autre rapport avec les individus que quand on est professionnel de santé. Mais les consultants, et notamment le binôme, il est un peu corrigé dans sa posture vis-à-vis des interlocuteurs et notamment vis-à-vis du patient et de la famille par le regard des membres du staff. Ça m'est arrivé la semaine dernière où finalement, moi, je présentais une situation de parents qui refusent à ce stade que leur enfant insuffisant rénal chronique soit greffé et qui est donc dialysé. Et pour les équipes de néphropédiatrique, c'est très délétère et ils considèrent que c'est vraiment malfaisant d'un point de vue médical pour l'enfant. Mais au regard du parcours des parents, au regard de leur expérience vis-à-vis de la médecine et de tout ce qu'ils ont vécu entre la médecine et les juges, nous, binômes, on a été très emportés par le discours de ses parents. Eh bien, le staff a été beaucoup plus mitigé, était autant pour les parents ou au contraire à défendre les arguments de l'équipe. Et du coup, nous, binômes, ça nous aide à nous y retrouver et à faire avancer la discussion avec les uns et les autres. Et puis, enfin, euh, en fait, on a toujours dans la tête l'idée que tout ça sert la société. Et donc, euh, une fois de plus, qu'on essaye de... Parce qu'en France, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, mais en France, le collectif a quand même toujours beaucoup plus de poids que l'individu. Et donc, on essaye de l'équilibrer un peu différemment, et notamment pour faire valoir le respect de l'autonomie des personnes. Que la deuxième chose en termes de démocratie sanitaire, ce groupe très pluridisciplinaire avec beaucoup de citoyens, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a des représentants associatifs, des représentants de patients, des militants parfois. Et donc, bah, ce groupe, il fait poids au centre d'éthique clinique pour justement qu'une mini-société, pas représentative de ce qu'elle est dans son ensemble en France, mais qu'une mini-société apporte son point de vue vis-à-vis de situations particulières à l'hôpital. Et puis, une fois de plus, c'est très riche pour nous parce que on a l'impression que c'est grâce à cette façon de faire qu'arrivent chez nous des demandes qui n'arriveraient pas ailleurs, qui ne se feraient pas entendre ailleurs. Et que notre liberté, finalement, en termes de discussion, ben, permet d'ouvrir un peu les portes. Alors après, on ne change pas le monde à nous tout seuls, hein, mais l'idée, c'est de le faire savoir au reste de la société.
Voilà. Et puis en conclusion, tu as déjà parlé de notre manuel, mais tout ce que je viens de dire est mieux expliqué dans ce manuel où il y a deux parties. La première partie où vous avez des cas depuis d'avant la naissance à la fin de vie, et donc 10 cas qui vous montrent comment on réfléchit dans des cas particuliers. Et puis toute une autre partie où c'est plus sur la méthodologie que je viens expliquer, que c'est détaillé. Super, ben merci beaucoup pour